Par contre, est-ce qu'on peut parler de ma longueur? Mes cheveux sont trop poussés, je suis trop contente. Est-ce que ça a à voir avec la vidéo? Absolument pas. Hey, c'est Charlie, je suis super heureuse de vous retrouver pour mon bilan du mois de juin. Ça a été compliqué. Déjà, j'ai oublié de vous présenter le mois dernier la saga Erased que j'ai lu jusqu'au tome 6. J'ai vu qu'il y avait 9 tomes. Comment vous l'expliquer? En gros, un mec qui a envie d'être mangaka, sauf qu'on lui dit clairement que ses mangas manquent de personnalité, manquent d'âme. À côté de ça, il a la possibilité de revenir quelques instants en arrière pour empêcher certaines catastrophes. Sa maman va venir le voir parce que suite à un retour dans le passé, il finit à l'hosto. Et en fait, sa mère va être assassinée et on va lui coller le meurtre de sa maman sur le dos. Et en fait, on va vite se rendre compte que c'est lié à une histoire de quand il était tout petit, à peu près vers ses 6 ans. Dans son village, il y a eu un meurtrier d'enfants, un de ses amis qui a été jugé pour ce crime et on se rend vite compte qu'en fait c'était peut-être une erreur et qu'en fait cette personne était innocente. Donc il va revenir dans le passé quand il était tout petit. Son but cette fois ça va être d'empêcher ses enfants de se faire enlever et de se faire assassiner et aussi d'empêcher cet ami qui a été accusé à tort de finir en tôle. C'était très bien, c'était très cool. J'avoue que j'avais vu venir qui était le meurtrier. Pour une raison assez simple, c'est qu'on avait tellement peu de protagonistes, le choix était très rapide, c'est le seul reproche que je lui fais, cependant ça reste très très bien et donc du coup c'était quand même très chouette. On va continuer dans les mangas. Je vous en avais parlé le mois dernier mais j'ai du coup acheté le tome 5 et 6 de Criminel Fiançailles. Ça commence à être sympathique, je trouve que ça y est on rentre un peu dans les jeux de pouvoir entre les différentes mafias, ça commence à se tirer dans les pattes, ça commence à être très sympa et t'as notre petit couple au milieu. Oui, je retrouve un peu comme ça quoi. Et c'était très chouette. Je pense mine de rien qu'on pourrait faire un peu mieux au niveau de la romance. Mais je pense que ça va prendre son temps. Le truc c'est que la parution prend son temps aussi. C'est à peu près tous les 6 mois qu'on a un nouveau tome. Donc je crois que le prochain sort en octobre. Bon on a le temps quoi. On va essayer de faire par ordre chronologique pour vous expliquer finalement que mes plus grandes lectures ça a été surtout des webtoons à cause d'un livre en particulier. Donc on va commencer par le premier livre que j'ai lu qui est La fille du docteur Moreau de... J'ai oublié le nom de l'autrice, attendez. Oh ça n'a pas d'allure. De Silvia Moreno Garcia, c'était elle qui avait écrit Mexican Gothic. Je vous en avais parlé dans une autre chronique parce que j'avais adoré Mexican Gothic. Ça n'a pas du tout suivi avec La fille du docteur Moreau. En fait j'ai terminé ma lecture, ça a été sympathique mais je ne sais pas où l'autrice voulait nous emmener, je ne sais pas ce qu'elle voulait nous faire ressentir. J'ai terminé le bouquin, je me suis dit c'est tout. Tu vois genre il y avait un peu ce truc ouais qui m'a manqué. En fait j'ai eu l'impression qu'elle l'a écrit comme ça mais qu'il n'y avait pas réellement de message derrière. Il y a un message un peu féministe mais je le trouve pas non plus. Ben non. Je veux dire Mexican Gothic pour le coup je l'ai trouvé plus affirmé dans ses choix notamment de féminisme. Là c'était pas vraiment le cas, il n'y a pas de romance non plus. Je sais pas, en fait je ne sais pas. Ouais c'est vraiment le mot qui revient sur ce bouquin, je ne sais pas. En fait on va suivre la fille du coup du docteur Moreau dont j'ai déjà oublié le prénom. On se rend vite compte que ce docteur fait des expériences et il mélange des humains avec des animaux pour faire des hybrides. On va suivre deux points de vue, celle de la fille du coup et de l'intendant qui est un peu l'homme à tout faire qui est Montgomery. J'ai beaucoup aimé ces points de vue différents mais dans ma tête, je vais pas vous le cacher, ça finissait sur une romance. Surtout qu'on nous laisse quand même présager certains trucs. Ça n'a pas été le cas. Je vous spoil mais parce que je pense que c'est important. Mon avis aurait peut-être été un peu différent s'il y avait une petite romance. Ça n'a pas été le cas. Sur Mexican Gothic elle arrive quand même vers la fin mais elle est là. Et là il n'était pas là pour la fille du docteur Moreau et je crois que ça m'a aussi manqué. Parce que comme je m'attendais à Mexican Gothic et donc cette romance qui arrive sur la toute fin, comme c'était pas le cas, ça m'a gênée. Je pense que ça reste très sympa, moi je sais que je l'ai eu en promo, je l'ai eu à 3 € et je suis contente de n'avoir payé que 3 € pour ne pas vous le cacher. À choisir si je dois vous conseiller une œuvre de l'autrice, c'est Mexican Gothic, n'hésitez même pas, c'est sur celui-là. Bon c'est fini là de me faire harceler par téléphone, qu'est-ce qui se passe là? Merde, Magali. On va passer à... Ceci, je vous avais dit le mois dernier que j'avais le tome 1 qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, donc je me suis tapé du coup le tome 2 qu'on m'avait offert en même temps, qui est Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier. C'est le tome 2 aux éditions de L'Opportun. Nul à chier.
Voilà. Bah, mon avis n'a pas du tout changé par rapport au tome 1. C'est des trucs ultra bateaux. C'est en mode le chat est zen, soyez zen. Et c'est que des maximes un peu comme ça, sauf que bah déjà j'en avais parlé sur TikTok et il y en a une qui m'a dit oula, l'auteur il a pas rencontré mon chat. Parce que oui, il y a plein de chats qui sont stressés, qui n'aiment pas les autres, qui ne vont pas vers les autres, qui ne sont pas du tout aventureux, ce genre de choses. Donc en plus c'est très cliché sur les chats, enfin sur le chat de l'auteur, parce que l'auteur s'est basé sur son propre chat. Mais tous les chats ne sont pas identiques, je suis navrée de te le dire Stéphane en fait. Et c'est la même chose avec les humains. Il disait dans ce tome 2 que son chat en fait est décédé, donc ça a été là le moment un peu émotion. Puis après bah, je me suis fait chier comme un mort parce que les trucs de dev perso en mode fais ci, fais pas ça, nanani nanana, ça a tendance à me gaver extrêmement vite. Je ne suis pas ce type de personne qui apprécie de suivre de manière bête et méchante. Ah voilà, quand on parle de chat, hein, petite dame, qui est belle. Vous la voyez pas. Elle me regarde avec ses grands yeux. Mais du coup ouais, j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas du tout aimé. Hop là, ça dégage. Mais la batterie qui s'y met, mais est-ce qu'il y a un truc qui va bien se passer sur cette vidéo? Je l'ai lu en même temps que l'autre parce que c'était un pavé en lecture commune. J'ai lu Le Chant des Ronces de Leigh Bardugo, Madame Bardugo, hein, chez Milan. C'est Contes de minuit et autres magies sanglantes. Ce sont des contes qui se passent dans l'univers du Grishaverse, donc de Grisha, Six of Thrones et King of Scars. Que je vous dis, à part que cette autrice est une plume merveilleuse, qu'elle a un talent fou. C'est donc des petites nouvelles en fait en forme de contes. Évidemment le conte le plus long c'était celui qui était un peu une réécriture de La Petite Sirène, mais version... comment s'appelle la méchante Ursula? C'est celui que j'ai évidemment le moins aimé, sinon ce n'est pas drôle, mais ça reste quand même Madame Bardugo. On a pas mal de parties illustrées en fait, et si vous voulez, au début souvent les illustrations commencent. Première page t'as que le petit renard, deuxième page tu as des petites poules et un petit lapin, et tu vois ça commence en fait au fur et à mesure de l'histoire, l'illustration change et prend en fait de plus en plus de place sur les pages, et c'est ça sur chaque conte. Je trouve que c'est une idée formidable. Voilà, il fallait que je vous en parle parce que je trouve ça fou. Le bouquin il est dans une matière un peu spéciale qui est ultra chouette aussi. Voilà, il est très très beau, il est très chouette. Le roman responsable de ma panne de lecture actuellement, qui est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon chez De Sexus. Je l'ai lu en lecture commune et en fait on avait 3 semaines pour le lire avec les copains. Déjà je pense que ça m'a pas aidé parce que je n'aime pas passer plus d'une semaine sur un livre, donc 3 semaines ça fait beaucoup. On me l'avait survendu ce livre, mais alors vraiment quand je vous dis qu'on me l'avait survendu, on me l'a survendu. C'était sur les réseaux sociaux, c'est fou furieux, il y a un world building de malade, nanana, héroïne forte, badass. Je vous préviens, ça va piquer. Déjà il fait 950 pages, je l'ai trouvé long, mais long. En fait, vraiment, si je dois garder un mot, c'est ennui. Voilà, je vous le dis clairement, c'est le mot ennui que je garde. Il n'y a pas tant de longueur que ça, mais ça prend son temps. Il y a toujours en vrai des petits rebondissements. On a 4 narrateurs, donc si vous voulez, on alterne. En gros, on va suivre surtout Ehad. Etané, Ehad est assassin, elle est à la cour de la reine Sabran, qui est la descendante d'un héros dont la descendance tiendrait à l'écart le sans-nom, qui est un dragon très très méchant. Voilà, globalement. Un dragon comme on a l'habitude de l'entendre. À côté de ça, on a l'Est avec Tané qui est une dragonnière, et là pour le coup ce sont des dragons, mais vous savez version... asiatique. Vous savez dans Zelda il y a le dragon céleste et en fait il a pas d'aile, et ben c'est ces dragons là qu'on a dans l'Est, et eux en fait ils sont aussi là pour contrer le sans-nom. Évidemment il y a des divergences d'opinion, de religion, etc. Du point de vue de Ehad et de Sabran, tous les dragons sont des monstres, alors que à l'Est on sait très bien qu'il y a différents dragons et donc il y a un peu les gentils et un peu les méchants. Ça pouvait être chouette. On a 2 autres points de vue qui sont celui de Lot, l'un des meilleurs amis de Sabran, et Nikles qui est un alchimiste qui a été exilé dans l'Est par la reine Sabran. Quand vous vous dites ça, vous dites ouais, dragonnière, assassin, il y a une reine et tout qui est quand même assez centrale, tu te dis bourré d'action. Honnêtement ça pourrait être le cas, ce n'est pas du tout le cas. Ça manque d'action cruellement. J'ai pas trouvé non plus que les rares scènes d'action étaient intenses et waouh. La fin aussi, on en parlait avec un pote. En fait la fin fait vachement précipité, l'action est vachement brouillonne, elle fait très rapide alors que tout le reste du bouquin est très lent. Donc ça donne cette sensation de dissonance très violente
que j'ai pas du tout apprécié. J'ai l'impression qu'en fait il fallait pas faire 1000 pages et donc du coup on a coupé certains trucs à la fin. Ça donne cette sensation là. Mais honnêtement je ne comprends pas tout le fond sur ce livre parce que oui il y a un beau world building. Après j'ai envie de dire c'est un fantasy, c'est ce qu'on attend d'un fantasy. Je pense que BookTok, Bookstagram et tout ils ont trop l'habitude des romantasy où c'est pas un univers creusé. Et du coup dès qu'ils ont un fantasy avec un univers un peu creusé c'est la folie, c'est Pompelope à la maison. Moi je suis désolée, j'ai toujours été habituée à avoir ce type de world building. Enfin ça me... j'ose pas dire genre waouh. Non, pour moi c'est logique, c'est classique et c'est presque la base en fait. Donc en fait le truc que les gens mettaient le plus en avant c'était le world building, mais même lui j'ai pas trouvé fou quoi. Enfin il est sympathique hein. Bon. Je dirais pas que c'est le meilleur que j'ai lu, loin, très loin de là quoi. Je suis du coup en panne de lecture grâce à ce gros bébé, voilà. En plus devinez quoi, bah, j'ai acheté le spin-off. Il est encore plus long. Mais bon a priori ce spin-off est peut-être un peu mieux. Mais je pense que je vais le lire en août. Alors, je vais pas le lire tout de suite, là j'ai besoin de me remettre de ma panne de lecture. Et je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais il y a un truc que je fais quand je suis en panne de lecture, c'est de lire des webtoons. Oh merde j'ai oublié, il y a aussi un autre manga que j'ai lu. Oh là le diable. J'ai lu Blackbird du tome 1 au tome 10. C'est pas toute la fin de la saga, les derniers tomes sont indisponibles parce que la série est épuisée. Les derniers tomes coûtent 40 € et honnêtement c'est long. L'héroïne ne fait que pigner, honnêtement, elle pleurniche sans cesse. En fait c'était chouette parce que c'est sur l'univers des yokai et que si vous me suivez un petit peu, vous savez que ma prochaine héroïne est franco-japonaise et donc les yokai ce sont les créatures surnaturelles japonaises. Donc il y avait un petit côté chouette par rapport à ça, mais sinon c'était de la romance et j'ai pas trouvé que c'était une romance fantastico-fantastique. Et comme c'est indisponible, honnêtement je vous conseille pas plus la série que ça, hein. Je vais vous éviter de perdre votre argent. Ne me remerciez pas. Ensuite du coup on va passer sur les webtoons. Je ne vais vous lister que les webtoons dont j'ai lu plus de 20 chapitres parce qu'en fait il y en a plein que j'ai commencé soit en daily plus, ça y est j'ai succombé, soit des nouvelles séries, le truc que je ne fais jamais habituellement, mais écoutez je suis faible, comment le dire autrement, que j'ai abandonné au bout de 50 chapitres et qui est maintenant en daily plus. La lune de miel de la sorcière et du dragon, il y avait beaucoup de potentiel, la nana est super badass, c'est une super sorcière, super forte, tatati tatata. C'est le personnage masculin qui pêche. En fait vous savez il se victimise beaucoup, il se fait passer pour faible alors qu'il ne l'est pas du tout, qu'avec les autres il est ultra arrogant, même méchant tu vois. Mais avec elle il fait sa petite VV quoi. Et je supporte pas. Ça me dérange pas d'avoir des personnages masculins qui paraissent un peu plus faibles ou quoi. Mais en fait là si tu veux c'est un faux rôle qu'il joue avec elle. Bon, moi je l'interprète comme ça hein. Je pense qu'il est réellement comme ça avec elle. Mais moi j'ai l'impression qu'il joue un rôle avec elle. Du coup qu'il est pas sincère parce que bah, avec les autres il est pas comme ça. Et au-delà de ça il l'a trahi plusieurs fois pour arriver à ses fins. Et moi quand tu magouilles et que tu ne préviens pas la personne d'un truc qui va potentiellement changer toute la relation, c'est non en fait, c'est no way. En plus du coup bah, comme elle lui en veut forcément parce que c'est des trucs un peu graves qu'il lui fait quand même. C'est pas de viol ou ce genre de choses hein, j'entends hein. Mais c'est quand même des trahisons sur une relation que pas beaucoup de monde n'accepterait en vrai. Et en fait du coup bah, il se met en tant que victime et tout et des grosses mandales dans sa tête. Voilà ce que j'avais envie de lui faire. Les commentaires des... Putain mais elle fait n'importe quoi l'autre. Les commentaires des lectrices donc sous les webtoons étaient là en mode ouais elle pourrait lui pardonner et tout. J'étais en mode quoi? Bah non bien sûr que non. Donc écoutez j'ai tenu jusqu'au chapitre 50, je crois qu'il y a à peu près 100 chapitres. Mais j'ai arrêté, au bout d'un moment j'étais en train de me forcer, je me suis dit ma soeur tu vas pas te forcer, déjà tu t'es forcé pour le prieuré, bon on va se calmer sur le même mois quoi. Pareil dans celui que je ne vous conseille pas forcément, mais là pour le coup j'ai lu quand même les 100 chapitres, c'est The Wife. Les dessins sont plutôt pas mal, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh cette vidéo n'a aucune allure. Ça va être une histoire de vengeance, donc en gros l'héroïne, elle tombe sur un mec, il va pas trop bien parce que sa mère, elle a des soucis de santé et tout, bref, grand amour, il se marie très vite, c'est marrant, elle a la compatibilité nécessaire pour lui donner le foie à belle maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne son foie et là ben en gros le mec divorce d'elle, elle n'a plus de foie et sur son lit d'hôpital son mari la viole, voilà clairement hein, c'est un viol conjugal et elle tombe enceinte. Elle décide de garder le petit et en fait on se retrouve 5 ans plus tard quand elle décide de se venger d'eux. Le truc c'est que j'ai pas trouvé ça très crédible, le petit
C'est pour ça que j'aime pas les trucs avec des enfants, parce que je trouve que souvent ils sont extrêmement mal écrits. Le gosse est insupportable. Sa vengeance, tu sais, c'est pas en mode du chef déçu ou l'impératrice remariée où c'est des petits pions que tu places un par un, ta en mode waouh, tout a été prévu, calculé. Là c'est pas vraiment ça. J'ai pas trouvé que c'était génial. Ça c'est très bien, j'ai lu quand même 100 chapitres en 2 jours. Il y a beaucoup mieux, et notamment Marry My Husband. Je sais pas si je vous en ai parlé celui-là, qui va sortir d'ailleurs en papier, mais là pour le coup c'est une véritable histoire de vengeance qui est amenée de A à Z, qui est super bien gérée et qui vaut le coup. La batterie nous a lâché, vraiment cette vidéo c'est l'enfer. Mais du coup ouais, The Wife c'est pas celle que je vous conseille de fou. En plus, il y a des chapitres qui sont très courts, il y a ça aussi, il y a des chapitres qui sont très courts parce que Webtoon de base a des scènes olé olé et qu'elles ont été censurées dans la version française, donc je vous conseille peut-être la version anglaise ou la version coréenne pour bénéficier de toutes les scènes olé olé. J'ai pas trouvé ça transcendant. C'est à Rosaline Vogart, c'est pas un webtoon dont j'ai beaucoup entendu parler, mais vous savez en Daily Plus des fois ils te proposent de lire plus de chapitres que 5 gratuitement, et c'était du coup dispo dans l'appli, il y en avait 25 à lire. Comment vous dire que j'en ai profité. En gros, tu vas suivre une jeune femme dans un monde de fantasy, c'est la bâtarde. Son père est extrêmement riche, vraiment, il fait partie des bourgeois qui sont les plus fortunés, et la famille royale est ruinée parce qu'ils ont très mal géré leur budget. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de faire un mariage afin que le père de Rosaline devienne noble et que eux se fassent rincer par le type quoi. Donc Rosaline en fait c'est le vilain petit canard un petit peu, hein, c'est celle qui est sacrifiée et qui va devoir épouser le prince. On se rend très vite compte que Rosaline a un sacré caractère, que en fait elle est aussi à l'origine de la fortune de sa famille et qu'elle ne supporte pas que la fortune de la famille et l'entreprise familiale reviennent à son frère, son demi-frère, qui est un branquignol fini, qui est stupide as fuck et qui va clairement ruiner toute la famille. Elle va récupérer l'entreprise familiale grâce à sa nouvelle influence de princesse. Très chouette, les dessins sont magnifiques. Et là pour l'instant du coup c'est encore en cours. Et j'avoue que je suis extrêmement curieuse. C'est I'm the Queen in This Life, mon accent PLS, n'est-ce pas? On va suivre Ariadne, j'espère ne pas mal le prononcer, folle amoureuse d'un type, le bâtard du roi, et qui va prendre le pouvoir notamment en tuant son demi-frère. C'est elle qui va tuer son demi-frère, qui va tout faire, qui apparaît comme la fiancée du roi, et puis finalement au bout de quelques années le roi lui dit non mais en fait on va pas se marier, je vais en épouser une autre, et il lui, si je m'abuse, il lui pète les genoux, il l'envoie... Non ça c'est un autre, pardon. Il lui pète pas les genoux dans celui-là, c'est autre. Elle est ensuite exécutée. Elle a la possibilité de revenir 14 ans en arrière au moment en fait où elle va presque le rencontrer lui. Et là cette fois elle a décidé qu'elle allait se venger. Pour ça elle allait épouser du coup le demi-frère, voilà, celui qu'elle a tué. Cette fois elle a décidé qu'elle allait l'épouser. C'était très chouette, c'était très cool. Vous voyez je m'en mêle un peu les pinceaux parce que comme vous pouvez le constater c'est des histoires qui sont quand même vachement similaires. En ce moment c'est un peu la cam des je me fais tuer, je reviens dans le passé, je change des choses, c'est des histoires de vengeance et tout. Je vous avoue j'ai même mêlé un petit peu les pinceaux, mais il est très chouette, les dessins sont extrêmement beaux et on a une héroïne qui a un sacré caractère tu sais, mais face à l'amour en fait elle s'effondre. Et là c'est vrai qu'on a la possibilité de l'avoir changé et de se dire cette fois je me ferai pas avoir par l'amour, c'est une connerie, et qui a décidé qu'elle serait plus maligne. Bonjour madame, vous êtes un peu pénible en ce moment vous. Donc il était très chouette celui-là aussi, je peux que vous le conseiller. Celui qui va bientôt passer en délice et que j'ai bénéficié un peu au dernier moment, c'est Only One. C'est un webtoon avec pas mal de scènes olé olé pour public averti. Vous avez en début de chapitre des petits messages vous rappelant aussi que voilà, il y a des petites scènes. Notre héroïne a 34, 33, 34. Elle est célibataire, elle est désespérée, elle fait plein de rencontres mais ça n'aboutit pas. Et donc au nouvel an elle fait un vœu et là suite à ce vœu elle se rend compte qu'elle voit des numéros sur les gens. On se rend vite compte que c'est par rapport à l'amour mais on sait pas si c'est le nombre de partenaires, le nombre de relations amoureuses. Elle a un numéro 1
pas ouf du coup. Et à côté de ça elle va faire la rencontre, donc elle est psy et dans le bâtiment où il y a son cabinet va y avoir une école d'art pour les lycéens et elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui lui pour le coup a 99. Entre l'électricité, voilà, hein, là ça fait des étincelles qui se voient. Et elle ne comprend pas pourquoi lui a 99, pourquoi elle a 1. Ça va être toute cette histoire là de déjà pourquoi il y a des chiffres, essayer de comprendre les chiffres, de suivre leur relation évidemment très tumultueuse parce qu'elle n'arrive pas à lui résister et en même temps il a 10 ans de moins qu'elle, il est jeune encore et elle est persuadée que finalement c'est qu'une amourette. Très chouette, c'est pas très long, ça fait à peu près une soixantaine d'épisodes, 64 en tout. Mais là en gros à partir de l'épisode 59 c'est un hors série un peu sur d'autres personnages. C'était très chouette, c'était très cool et je ne peux que vous la conseiller si vous n'êtes pas contre les scènes un petit peu de sexe. Le dessin est très beau et c'est vrai que dans les commentaires ce qui revient c'est que déjà les scènes ne sont pas du tout vulgaires ou ce genre de choses, elles sont très belles. La manière de dessiner, la manière d'aborder les sujets, c'était très beau, c'était très chouette, un côté très poétique, très romantique même je dirais, et qui aborde aussi des sujets qu'on voit pas forcément. C'était cool, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille à 4000%. Foncez si vous savez pas trop quoi regarder. Le dernier, celui dont j'ai tellement envie de vous parler, cette vidéo est méga longue mais bon bah voilà j'ai lu beaucoup, Force 9. Maybe Meant to Be. Et alors ça c'est ma petite pépite. En gros si vous voulez j'ai lu La mariée ou la fiancée du dragon, c'est une série qui vient juste de sortir et les personnages s'épousent genre épisode 2 ou 3 et donc dans les commentaires il y en a plusieurs qui disaient waouh, premier webtoon où le mariage se fait aussi vite. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu dans les commentaires non il y a Maybe Meant to Be. Et moi vous le savez je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est mariage de convenance, mariage arrangé ou forcé de se marier donc avec une proximité forcée. Je devais le lire, donc je tape sur l'appli, je vois qu'il n'est pas en Daily+, que la série est toujours en cours, qu'il y a 50 ou 60 chapitres de sortie. Je me dis ouais, je vais commencer. Déjà les dessins j'adore, c'est un style vraiment très manga. C'est une pépite, en gros elle est freelance sans travail, donc au chômage, c'est comme ça qu'on nous l'a décrit. Elle a un sacré caractère, fait rare aussi, elle a les cheveux décolorés, ce qui ne se fait pas beaucoup. Je sais que ça ne se fait pas au Japon, j'ai l'impression que ça ne se fait pas non plus en Corée, c'est un peu vous savez les délinquants, les petits voyous, ou les personnes qui globalement n'en ont rien à foutre de leur apparence et de l'image qu'ils renvoient aux yeux des autres. Et quand même j'ai l'impression que Japon-Corée c'est très codifié sur la réputation, sur l'apparence que tu dois avoir, ce genre de choses là. Lui il est baraque de ouf, vraiment il fait beaucoup de sport et il est développeur. Et en fait ils sont amis d'enfance et puis bah elle fume. En Corée vous avez des espèces d'endroits spéciaux pour fumer quand vous êtes dans la rue. Donc elle c'est le nouvel an, elle se fait chier chez sa famille, elle décide d'aller fumer une petite clopinette et en fait elle le rencontre. Il lui dit ah salut, elle lui dit t'es qui, il lui donne son nom. Et là elle capte en fait qu'ils ont été amis d'enfance. Ça s'est pas super bien terminé parce que lui c'était un peu vous savez le gros nulos. Et arrivée un peu au collège, elle l'a un peu abandonné, on va pas se mentir. Mais bah là c'est un peu l'occasion de savoir ce qu'ils deviennent et tout. Elle lui raconte que du coup voilà elle travaille pas trop, que sa famille la saoule, que là elle est chez ses parents, c'est la merde. Et lui en fait il lui dit que sa famille vient de l'inscrire dans une agence matrimoniale pour la bagatelle de 4000 balles quand même. Et que ça le saoule parce que bah lui, ce qui l'intéresse dans la vie c'est le sport et les jeux vidéo. Putain mon goal d'homme en plus. Ils sont un peu là en mode et là elle lui sort et est-ce qu'on se marierait pas? Bah oui parce que comme ça elle irait vivre chez lui, sa famille ne lui casserait plus les couilles parce qu'il serait marié, parce que pareil aussi passer la trentaine, en Corée c'est j'ai l'impression très mal vu d'être encore célibataire. Je trouve que c'est assez fort comme ce qu'on nous impose dans la société française sur la notion de couple, mais alors j'ai l'impression que c'est un niveau stratosphérique en Corée, vraiment ça a l'air affreux. Et du coup ils se disent ah mais ça pourrait être chouette en fait, on se marie et comme ça bon bah après on fait nos petites vies dans nos coins mais au moins on nous foutrait la paix. Ben il dit oui en fait. Et donc premier chapitre tu les vois se marier super vite et ça commence sur leur lune de miel. Oui ben en fait ils vont réapprendre à se connaître parce que ça fait genre 20 ans, 15 ans en tout cas qu'ils ne se connaissent plus, qu'ils ne se fréquentent plus. C'est leur histoire d'amour évidemment et c'est chouette déjà parce que ça avance, c'est à dire que chapitre 50 des petits bisous, des petits trucs comme ça hein. Ils sont très pudiques, elle tu sais elle a un grand caractère, lui tu sais c'est un peu une espèce d'huître fermée. Un caillou le type. Elle est en fait mine de rien très pudique sur ses émotions là et tout, donc c'est elle à chaque fois qui lance un peu les bails et qui après le regrette en mode ah qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour et de voir leur relation à tous les deux. Ah mon petit cœur qui chamboule, mon petit cœur qui bat plus fort, c'est très doux, c'est très beau, c'est très chouette. Vous devez le lire, honnêtement si là tout ce que je vous ai conseillé c'est lui que vous devez lire en priorité tellement il est
Il est génialissime, que dire de plus. Bon, je vais arrêter là cette vidéo parce qu'elle est ultra longue, j'en suis navrée. Finalement j'ai lu beaucoup de webtoons et de mangas. Pas trop de romans, j'en ai lu quand même 4. Mais c'est vrai que d'habitude je suis plus à 5-6. Mais là panne de lecture, hein, je vous jure, j'essaye de lire le tome 2 d'Autre Monde, que j'avais bien aimé le tome 1, j'arrive pas. En tout cas moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao ciao.